Oui. Bonjour à tous. Hop. Est-ce que vous nous voyez bien? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon, on a eu une réponse. Oui, c'est bon, tout le monde nous voit. Donc écoutez, bonjour à tous. Alors on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter l'actualité sociale du mois de janvier. Pour vous donner un petit peu de contexte, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Géraldine Ratry et je suis responsable marketing chez QuickMS. Et QuickMS, du coup, on est un éditeur de logiciels qui a pour mission d'être votre meilleur assistant RH. Et pour ce faire, on a donc deux logiciels. Un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser votre reporting RH et notamment la production de vos rapports légaux comme la BDESE. Et un autre logiciel qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser les entretiens professionnels et d'automatiser l'ensemble de vos campagnes d'entretien. Au-delà de nos logiciels, en fait, on a monté un partenariat avec le cabinet d'avocats Capstan et avec Fabrice et Coralie que vous voyez ici, autour de l'actualité sociale. Et en fait, ce partenariat s'articule autour de deux événements qui sont du coup l'actualité sociale donc en webinar, donc ce que nous sommes en train de faire actuellement, et également une newsletter qui est envoyée chaque vendredi matin avec les dernières actualités sociales de la semaine. Du coup, je suis ravie d'accueillir et de vous présenter Fabrice et Coralie. Fabrice et Coralie, je vous laisse vous présenter. Très bien. Bonjour à tous. Fabrice Carava, avocat associé du cabinet Capstan au bureau de Marseille. Capstan est un cabinet qui est tourné exclusivement vers le droit du travail. Nous conseillons donc les entreprises, nous les défendons en droit du travail et nous les conseillons essentiellement. Et donc effectivement, comme Géraldine, tu viens de le dire, cela fait maintenant pas mal de temps que nous collaborons pour présenter des actualités sociales. Et je vais laisser Coralie se présenter et puis nous en dire un petit peu plus. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Coralie Eletti, avocat collaborateur également au bureau de Marseille. En complément de ce qu'a pu expliquer Fabrice, Capstan, c'est 11 bureaux partout en France, même si effectivement, sur demande de nos clients, et c'est bien normal, on sillonne la France pour plaider lorsqu'il s'agit de contentieux. Et plus largement, on conseille des sociétés qui sont basées partout en France. Moi, je vous invite notamment à suivre notre actualité en téléchargeant notre appli Capstan et en vous rendant sur Capstan News parce qu'effectivement, il y a énormément d'articles qui sont publiés sur l'actu. Voilà. Parfait. Et merci pour ces présentations. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste petite règle, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à les poser ici. On essaye de répondre au fur et à mesure. Et donc, voilà. Donc, c'est parti. Hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est bon? Alors, c'est en train d'arriver. Ça y est, on a le support qui s'affiche. Allez, c'est parti. Je te laisse mettre le premier sujet et je prends la parole pour l'exposer. Donc, premier sujet dont on parle aujourd'hui concernant l'acquisition des congés payés pendant l'arrêt maladie. Beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler des grands arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 septembre 2023 qui ont bouleversé la donne en matière d'acquisition de congés payés pendant des périodes d'arrêt de travail. Donc, pour rappel quand même très rapidement, par 3 arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a dit la chose suivante, c'est que les congés payés continuent à être acquis pendant des périodes d'arrêt maladie, c'est ce que dit le premier arrêt, au-delà de la limite d'1 an posée par le Code du travail, même en cas d'accident du travail, c'est le deuxième arrêt. Et le troisième arrêt porte sur ces sujets-là en matière de prescription, en indiquant que la prescription ne peut courir qu'à partir du moment où l'employeur a mis en mesure les salariés de prendre ses congés. Alors, ce troisième arrêt était un peu particulier parce qu'il portait sur un cas où une personne n'était pas salariée et donc, par définition, l'employeur n'avait pas fait le nécessaire. Mais enfin, en tout cas, on a ce troisième arrêt sur la prescription. Donc, dans ces 3 arrêts, la Cour de cassation s'est fondée sur le droit européen pour indiquer que le droit de l'Union ne fait pas de distinction entre la personne en arrêt de travail et la personne qui travaille, qui n'est pas en arrêt, pour l'acquisition des congés, que donc
il y a lieu, à défaut de transposition de cette directive européenne dans le droit français, d'écarter, d'après la Cour de cassation, les parties du Code du travail qui sont, d'après elle, contraires au droit européen, et donc de faire une espèce de transposition forcée par le juge du droit européen, qui aboutit donc concrètement à cette acquisition de congés payés pendant alors, la maladie ou plus généralement l'arrêt de travail. Il nous a paru intéressant d'attirer votre attention après ces arrêts qui ont fait grand bruit sur le fait qu'ils sont déclinés désormais par les cours d'appel de manière donc très concrète et très opérationnelle. Les décisions de la Cour de cassation deviennent réalité. Et on a donc ici deux exemples. Je rentre un peu dans ces exemples-là parce qu'ils nous ont paru intéressants. En particulier, alors c'est pas parce qu'on est à Marseille et proche donc et dans le giron de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'on fait un peu preuve de chauvinisme, mais enfin bon, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, je le trouve particulièrement intéressant parce que il rentre dans le détail. Alors je m'explique. Dans cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, il s'agissait donc d'un salarié d'une société qui avait été placée en procédure de sauvegarde et même de redressement judiciaire, pour la petite histoire. Ce salarié a été licencié pour inaptitude et au moment du solde de tout compte, il refuse de signer le solde de tout compte et fait une série de demandes. Parmi ces demandes, il y en a plein d'autres, il vient contester le calcul de ses congés payés. Et donc, le juge, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en l'occurrence, est amené à se positionner sur cette question-là, puisque dans cette affaire, effectivement, il contestait le calcul des congés payés parce qu'on ne lui est pas décompté de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie. Et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence va assez loin dans le raisonnement parce qu'en fait, elle reprend à son compte totalement le raisonnement de la Cour de cassation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'exprime clairement, elle le détaille, ça prend près de 3 pages dans l'arrêt de la Cour d'appel, et elle reprend tout le raisonnement de la Cour de cassation, en rappelant ce que je viens d'indiquer tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement le droit européen ne distingue pas pour l'acquisition des congés payés entre les personnes en arrêt et les personnes qui ne le sont pas, et elle reprend à son compte un raisonnement qui part de ce que nous indique la directive européenne, à savoir que le droit à l'acquisition des congés payés est fondé sur une double finalité du repos et de la détente. Et reprenant donc ce raisonnement, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence aboutit effectivement à considérer qu'il y a lieu de reprendre le calcul qui avait été fait par le premier juge et effectivement d'augmenter le montant des congés payés, parce que le premier juge n'avait pas appliqué cette jurisprudence qui n'existait pas encore. Ce qui est intéressant dans cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et c'est pour ça que je vous expliquais qu'il était détaillé, c'est que dans le détail de la motivation, la Cour d'Aix-en-Provence rappelle une idée qui me paraît intéressante de manière opérationnelle, c'est que, en l'espèce, il n'est pas fait état d'un accord d'entreprise, d'un règlement intérieur ou de disposition de la convention collective permettant d'atteindre la finalité poursuivie par la directive. J'évoquais à l'instant une finalité, une double finalité de repos et de détente, et cet aspect de détente fait que par rapport au droit européen, on considère que même si on est en arrêt de travail, on a droit à ses congés payés parce qu'une fois qu'on n'est plus malade, on voudra aller se détendre. Et donc cet arrêt de la Cour d'appel réserve une hypothèse qui est celle de l'accord d'entreprise, du règlement intérieur ou de la convention collective qui permettrait déjà d'atteindre ces finalités-là et qui donc écarterait finalement l'acquisition des congés payés, par exemple en ayant posé une limitation de la possibilité de report. C'est intéressant parce que, d'abord, la Cour d'appel reprend un raisonnement donc détaillé et ne manque pas de mettre cette réserve. Alors, dans le cas précis, ça ne va pas changer la donne puisqu'il n'y a pas d'éléments comme un accord d'entreprise, par exemple, donc il y a une condamnation de l'employeur. Mais ça veut dire donc que, de manière concrète, il est possible d'envisager par accord d'entreprise, règlement intérieur, alors, ou convention collective, il faut aller voir dans les conventions collectives s'il y a déjà des dispositions qui portent sur le sujet de l'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail, voire même de la limitation de ces acquisitions, et alors
on pourrait s'en prévaloir côté employeur. Donc, elle réserve ces hypothèses-là. La Cour de cassation fait de même. Ça veut dire qu'il faut retenir cette idée. Ça veut dire que de manière opérationnelle, dans la déclinaison de la jurisprudence de la Cour de cassation par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, on reprend cette idée que la donne pourrait changer si un accord d'entreprise, par exemple, posait une limitation du report, le règlement intérieur ou la convention collective. Donc, une idée à retenir et à réfléchir dans vos entreprises. Est-ce que nous avons, par exemple, la capacité de négocier un accord d'entreprise qui viendrait porter sur le sujet et limiter l'impact du report des congés payés pour des personnes qui continuent à les acquérir en arrêt de travail? Ça peut être une solution juridique. Alors évidemment, elle se négocie, elle est complexe, mais d'une entreprise à une autre, selon le contexte, selon la négociation, on peut, face à cette revendication de l'employeur d'inscrire ce type de choses dans un accord d'entreprise, peut-être proposer autre chose en contrepartie. Donc il ne faut jamais écarter totalement cette solution. En tout cas, juridiquement, elle existe. D'ailleurs, il semble que c'est une solution qui va peut-être intervenir légalement. Rien n'est fait, évidemment. Il ne semble pas que le changement de gouvernement puisse impacter cela, mais probablement qu'une proposition législative va intervenir pour, dans le cas du droit européen, venir limiter le délai de report de l'acquisition des congés payés dans une telle situation. Très rapidement, je passe à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, simplement pour dire que d'un juge à un autre, l'application est quand même totalement différente. Si l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est extrêmement détaillé et donc présente, à mon sens, l'intérêt de rappeler cette fenêtre de tir qu'on peut avoir côté employeur pour essayer de limiter l'impact de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Nîmes, elle, fait très très court, puisque ça tient en 3 lignes, et elle dit simplement que, elle fait une référence directe aux 3 arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, et donc elle condamne, ça prend 3 lignes, elle ne rentre pas du tout dans les détails, mais comme je le disais, la Cour de cassation, elle, ouvrait cette possibilité-là aussi d'accord d'entreprise, par exemple, qui viendrait limiter l'impact. Donc, réfléchissez, pensez-y. On a cité là 2 arrêts les plus récents. Il y en a eu quelques autres depuis la jurisprudence du 13 septembre. On a cette capacité, par accord collectif, pourquoi pas, de négocier des termes qui peuvent avoir un impact sur les modalités d'acquisition et de report des congés payés acquis pendant les arrêts de travail. C'est une réflexion à mener. Je m'arrête là pour la présentation de ces arrêts qui ne sont pas de Cour de cassation mais de Cour d'appel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Alors oui, notamment sur la rétroactivité de cette mesure. Pour le moment, a priori, Alors, c'est un grand débat. Le cabinet Capstan, d'ailleurs, est très moteur sur le sujet. Je ne vous cache pas qu'on peut même avoir une position avec nos clients, pour les entreprises en tout cas qui nous suivent, très offensive sur le sujet, qui consiste à ne pas accepter de manière très facile cette jurisprudence de la Cour de cassation, qui dans beaucoup d'entreprises peut avoir un impact financier non négligeable, même très très lourd. Logiquement, s'agissant d'une jurisprudence, elle s'applique immédiatement. On pourrait presque dire effectivement de manière rétroactive, puisqu'il s'agit d'une interprétation de la loi. Donc effectivement, vous allez avoir des salariés qui vont solliciter l'application rétroactive. Là-dessus, alors je ne peux pas m'appesantir aujourd'hui, mais on le dira peut-être à la fin. Moi, je vous invite à me contacter si vous avez des questions spécifiques et des dossiers spécifiques à examiner. Il n'y a absolument rien d'automatique. Je vois beaucoup sur Internet une prescription de 3 ans qui est évoquée. Elle peut se discuter. Par ailleurs, il peut y avoir même, c'est quelque chose qu'on pourra tenter de développer dans certains dossiers. En tout cas, c'est un argument que le cabinet étudie. La capacité de développer l'idée que cette jurisprudence, par rapport à ses contours spécifiques, à sa nature particulière, je ne rentre pas plus dans les détails, n'aurait pas d'effet rétroactif. Il y a certains cas où la Cour de cassation elle-même, la Cour de justice de l'Union européenne elle-même, ont admis que certaines de leurs jurisprudences, pour différentes raisons, et notamment parce qu'elles n'étaient pas prévisibles et que pour autant les employeurs ont respecté la loi jusqu'à présent,
puisqu'il ne faut pas l'oublier, les employeurs ont respecté la loi française, eh bien, on pourrait soutenir des arguments de non-rétroactivité. Donc, on lit beaucoup sur Internet une rétroactivité quasiment automatique sur 3 ans. Aujourd'hui, rien n'est clair, et en tout cas, rien n'est clairement tranché. Et nous pouvons, lors de contentieux, développer des arguments contraires. Alors, on verra comment ils sont accueillis, puisqu'effectivement, je viens de vous l'indiquer, la tendance est quand même d'appliquer strictement la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Mais enfin, même dans son 3e arrêt, la Cour de cassation, au moment où je vous parle, n'a pas tranché la question ni de la rétroactivité, qui ne lui a pas été soumise, ni de la durée de la prescription, qui ne lui a pas été soumise non plus. Donc voilà, un peu de flou encore, avec lesquels on peut se défendre, pas de réponse claire. En principe, une jurisprudence, effectivement, remonte dans le temps. Okay. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, on a 2 autres questions, mais il est moins le quart déjà. Et du coup, je vous propose qu'on avance. Et si on a du temps à la fin, on reviendra sur ces questions. Je les ai mises en favori. Coralie, je te laisse prendre le relais. Oui, merci beaucoup. Alors, on va passer à une petite actualité légale cette fois, ça concerne la prime partage de la valeur avec des nouveautés qui sont entrées en vigueur avec la loi du 29 décembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relativement au partage de la valeur au sein des entreprises. Alors, très clairement, on s'interroge bien souvent sur la nécessité de voir apparaître une pluralité de lois quand un dispositif comme celui-ci vient tout juste d'entrer en vigueur. Mais en réalité, on l'a bien vu sur l'année 2022, l'année 2023 en particulier, il y a eu d'importantes interrogations sur la mise en place de ce dispositif de PPV. Et cette loi a pour objet, c'est clairement affiché, de faciliter la généralisation de ce dispositif et d'en simplifier sa mise en place avec quelques nouveautés et une innovation principale, puisqu'à compter du 1er janvier 2024, les entreprises pourront verser 2 primes différentes au cours d'une même année civile. Alors, je vous le dis tout de suite, vous avez la possibilité, c'est très bien fait, de vous rendre sur le BOSS, puisqu'il y a effectivement la mise à jour des dispositions de la loi de 2023 qui ont été intégrées, et c'est très bien expliqué, notamment pour mieux comprendre où se placent les exonérations, si elles correspondent à toutes les entreprises ou si elles sont limitées aux entreprises de moins de 50. Enfin, pour une application précise, il y a un tableau récapitulatif qui est fait, donc je vous invite à en prendre connaissance pour vous appuyer sur ça. Alors, pour en revenir à l'innovation principale, je vous le disais, jusqu'à présent, la PPV devait obligatoirement être une prime unique, une prime par année civile. Les critères de modulation de la prime étaient définis dans l'acte qui instituait la prime. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Mais aujourd'hui, il y a quelques points de vigilance tout de même à retenir avec cette possibilité de mettre en application 2 primes différentes, 2 montants différents. Le premier point de vigilance, c'est que les employeurs, en attribuant 2 primes de montants différents, le montant global ne pourra pas excéder 3 000 € ou 6 000 € selon le cas de figure par an et par bénéficiaire. Donc, 2 primes de montants différents avec des critères de modulation différents, c'est tout à fait possible. Question qui est souvent posée, c'est de savoir si l'employeur qui décide d'attribuer du coup 2 primes doit conclure un accord ou, à tout le moins, la question qui revient, c'est une DUE par prime. Et la réponse est oui. Chaque prime attribuée étant unique, il vous appartient, vous employeurs, de prévoir une nouvelle DUE pour attribuer une seconde prime. Précision est faite en ce sens, notamment dans le BOSS. Le deuxième point, il concerne les exonérations de contributions sociales et d'impôts sur le revenu. On l'avait vu dans le cadre de la PPV avec l'introduction de la loi de 2022. Il y avait de mise en place l'existence d'un dispositif transitoire et plus favorable en ce qui concerne le régime social et fiscal de cette prime, puisque toute prime qui était versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, pour les salariés qui percevaient au cours des 12 mois précédant le versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC,
Vous voyez donc le montant de cette prime exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales ainsi que de CSG et CRDS et de forfait social. La nouveauté avec la loi de 2023, pour faciliter, simplifier et surtout engager de plus en plus les employeurs à continuer de verser cette prime, tout simplement, ce dispositif transitoire a été prorogé, donc prolongé jusqu'au 31 décembre 2026 dans les mêmes. On a perdu Coralie, je crois. On a perdu Coralie, j'ignore complètement ce qui s'est passé. Je pense qu'elle va tenter de se reconnecter. Je ne veux pas rentrer dans son sujet, donc ce que je propose, Géraldine, c'est de passer peut-être au suivant, pour lui laisser le temps de revenir. Allez, ça marche. Hein, on fait comme ça ? Ouais. Très bien. Et on va attendre qu'elle revienne dès que possible. Donc, je passe à l'arrêt suivant. L'arrêt suivant qui concerne un sujet sur la discrimination. Plus précisément, se poser la question de savoir à quel moment se placer pour apprécier une discrimination dans une hypothèse où il y avait eu un transfert d'entreprise. Un salarié avait été embauché par une première entreprise, puis au bout d'un certain nombre d'années, son contrat de travail a été transféré. Le repreneur a poursuivi le contrat de travail. Sur ce, le salarié a actionné afin d'indiquer qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination parce qu'il aurait, d'après lui, progressé moins vite que l'ensemble des autres salariés, et notamment qui n'aurait pas changé de statut. Je vois que Coralie arrive, je lui recéderai la parole après. Ne bouge pas, surtout. Donc, il indiquait qu'il n'avait pas eu la même évolution. Et donc, la question qui se posait au juge, c'était finalement comment on apprécie la discrimination. Est-ce qu'en clair, on peut faire peser au nouvel employeur, qui n'était pas l'employeur depuis l'origine, du fait du transfert du contrat de travail, des problématiques de discrimination antérieures au transfert. C'était en tout cas la thèse qui était développée par le salarié, qui apportait au juge des comparatifs avec des salariés remontant à avant le transfert, en disant, moi, au moment du transfert, je suis toujours employé, alors que d'autres qui ont commencé comme moi sont agents de maîtrise, voire cadres. J'ai été discriminé. L'employeur, en réponse, disait « Oui, mais moi, j'ai récupéré votre contrat de travail avec un transfert. Je ne peux pas être tenu responsable de l'éventuelle discrimination, à supposer qu'elle soit établie antérieure. » Et donc, le juge devait se débrouiller avec tout ça. La Cour d'appel a écarté les demandes du salarié en constatant effectivement qu'il produisait des éléments antérieurs au transfert pour justifier la discrimination. La Cour de cassation va confirmer ce raisonnement. Alors, dans son raisonnement, la Cour de cassation énumère un certain nombre d'articles qui vont lui permettre de traiter le sujet. Elle va notamment rappeler les dispositions légales sur le transfert des contrats de travail, 1224.1 et 2 du Code du travail, qu'effectivement, l'employeur ne doit pas être discriminant. Donc, elle rappelle les obligations à ce sujet. Et puis, elle rappelle la mécanique de la preuve en la matière, qui ressort de l'article 1134-1 du Code du travail, à savoir qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Et finalement, la Cour de cassation va se poser sur est-ce qu'on peut faire présumer, dans le cadre de cette mécanique de la preuve, est-ce que le salarié peut faire présumer d'une discrimination en allant utiliser des éléments antérieurs au transfert? C'était ça la question. La Cour de cassation répond donc par la négative en disant, je lis pour que ce soit totalement clair, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de 1224.1 du Code du travail, de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté,
au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre même du contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré et, je vais y revenir, le cas échéant d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert du contrat de travail, l'existence d'une discrimination quant aux conditions d'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée. Et la Cour de cassation va valider le raisonnement de la Cour d'appel qui avait dit « je rejette le panel de comparaison produit par le salarié qui concerne la période antérieure au transfert pour laisser présumer d'une discrimination ». Donc, je l'ai lu, mais je reviens un peu sur la motivation de la Cour de cassation. Donc, on ne peut pas faire présumer, par la mécanique de la preuve de l'article 1134.1, une discrimination par des éléments antérieurs à un transfert pour faire peser une action de discrimination sur le nouvel employeur qui, finalement, n'y était pour rien. Par contre, je m'accroche 2 secondes à une partie. La Cour de cassation dit quand même, et le cas échéant, d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert. C'est-à-dire que le nouvel employeur, il est quand même devenu l'employeur. Donc, même si la Cour de cassation nous dit qu'on ne peut pas faire peser une présomption de discrimination pour des éléments antérieurs au transfert, c'est assez logique, il n'était pas l'employeur, et on n'applique pas finalement une fiction juridique qui consisterait à faire comme s'il était l'employeur depuis le début. Pour autant, maintenant, il est l'employeur, et donc il lui appartient d'examiner la situation, et s'il se rend compte qu'il y a effectivement matière à régulariser la classification du salarié, il lui appartient de le faire, parce que maintenant, c'est lui l'employeur. Donc attention, il n'a pas un blanc-seing, ça ne veut pas dire que tout va bien pour le nouvel employeur, il a sa propre responsabilité, mais on ne peut pas donc lui faire présumer une discrimination en se fondant sur des éléments antérieurs. C'est donc un arrêt de la Cour de cassation à retenir lorsque vous vous retrouvez dans des actions en discrimination. Après un transfert de contrat de travail, vous pouvez développer, avec l'appui de cet arrêt de la Cour de cassation, l'idée que vous ne pouvez pas être présumé avoir commis une discrimination pour des éléments qui sont antérieurs à la date du transfert. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt avant que je ne redonne, avant qu'elle ne se déconnecte de nouveau, la parole à Coralie? Alors, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on peut revenir sur... Alors, on revient sur la PPV. Sur la PPV. Alors, on va très rapidement revenir sur la PPV puisque je voulais aborder le dernier point qui concerne l'affectation du tout ou partie de la prime sur le plan d'épargne, puisque, et c'est en lien avec ce que je vous disais par rapport au régime fiscal et social du versement de la prime, en particulier ce dernier point qui concerne l'affectation de la somme sur le plan d'épargne peut avoir une incidence sur le régime fiscal. Je m'explique. Je vous le disais, pour les entreprises de moins de 50, ce qui comprend les salariés, surtout pour les salariés qui sont rémunérés de manière inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, pour eux, rien ne change. Le dispositif transitoire plus favorable, disant que tout est exonéré, c'est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. En ce qui concerne maintenant les entreprises de plus de 50 salariés, les choses évoluent maintenant. En ce qui concerne le régime fiscal, et en particulier donc l'impôt sur le revenu, puisque si les sommes ne sont pas affectées sur un PEE ou un plan épargne retraite, dans ce cas de figure, effectivement, le montant versé ne sera pas exonéré d'impôt. Et je vous renvoie encore une fois vers le tableau récapitulatif du BOSS, puisqu'il est très bien rédigé pour ça. Pour les entreprises qui comprennent du coup plus de 50 salariés, il est très clairement indiqué que la somme est assujettie dès le premier euro, sauf si la PPV est affectée sur un plan épargne. Dans ce cas, on revient à l'exonération dans la limite de 3 000 ou de 6 000 euros. Et j'en ai terminé avec la présentation de la PPV. Je vais du coup vous présenter l'actualité jurisprudentielle qui concerne cette fois le droit à la preuve et en particulier avec ce revirement de jurisprudence en matière de preuve déloyale, puisque dans un arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023, la Cour de cassation admet dorénavant que dans un litige, une partie puisse utiliser, toujours sous certaines conditions, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.
La preuve déloyale peut désormais être admise dans le débat judiciaire à la condition, c'est toujours de la même manière que pour la preuve illicite, que celle-ci soit indispensable et proportionnée au but poursuivi. Ce sont vraiment des notions que la Cour de cassation reprend et développe de manière précise dans cet arrêt. La Chambre sociale, en renvoyant effectivement le soin à l'Assemblée plénière d'examiner cette affaire, effectivement, s'interroge sur la question de poursuivre dans sa lignée avec les jurisprudences découlantes de 2011, en vertu de laquelle, effectivement, jusque-là, une preuve obtenue de manière déloyale, c'est-à-dire recueillie à l'insu d'une personne grâce à une manœuvre ou à un stratagème, devait nécessairement être déclarée irrecevable. En droit du travail, cette exigence de loyauté commandait jusque-là, par exemple, que l'enregistrement clandestin d'une conversation téléphonique privée, sans que l'auteur des propos n'ait été informé de cet enregistrement, soit déclaré déloyal et par conséquent irrecevable. En revanche, on a aussi d'autres illustrations de l'emploi de preuves déloyales, c'est qu'en revanche, l'utilisation par exemple de messages écrits laisse supposer que l'auteur des propos a connaissance que ceux-ci peuvent être enregistrés, et dans ce cas de figure-là, par exemple, la preuve n'avait dès lors pas été considérée comme étant obtenue de manière déloyale, et donc elle a été déclarée recevable. La jurisprudence de la Cour de cassation, jusque-là, elle s'accordait très difficilement avec les décisions prises par la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle était beaucoup plus permissive et qu'elle ne faisait aucune distinction entre la preuve illicite et la preuve déloyale. La Cour européenne des droits de l'homme ignore la notion de preuve déloyale. Donc, elle a fait son œuvre, son influence sur le droit français, puisque par le biais de cette jurisprudence, effectivement, il y a une véritable évolution de lecture de ce que l'on considère comme étant une preuve déloyale. Alors, pour être un peu plus précise au niveau des faits d'espèce, ici, il s'agissait d'un salarié qui a saisi la justice pour contester son licenciement pour faute grave. Dans cette affaire, il était question de la recevabilité d'une preuve issue d'un enregistrement audio. Enregistrement audio qui a été fait donc par l'employeur à l'insu du salarié. Et en l'occurrence, l'employeur avait licencié ce salarié pour faute grave en raison de son insubordination, en se fondant sur les 2 enregistrements sonores obtenus à l'occasion d'entretiens tenus avec le salarié. La défense de l'employeur dans cette espèce, c'est de dire je suis embêté pour apporter la preuve, la matérialité des faits d'insubordination que je reproche au salarié. Et donc, pour convaincre le juge de la stratégie, pas de la stratégie, mais de la manière dont il a construit le dossier pour retenir la mesure de licenciement, c'est de dire, je me vois sans possibilité de réunir d'autres preuves. Et donc, pour apporter la preuve de cette faute, j'estime que de manière proportionnelle, je peux soumettre à vous, magistrat, l'enregistrement sonore de l'entretien au cours duquel le salarié a tenu des propos qui ont conduit à sa mise à pied. La Cour d'appel a déclaré cette preuve irrecevable pour rester calqué sur la jurisprudence applicable jusque-là, en disant tout bonnement que l'enregistrement avait été réalisé de façon clandestine à l'insu du salarié et qu'aucune autre preuve ne permettait de démontrer la faute commise par le salarié. L'employeur en défense, nécessairement lui, tient bon par rapport à sa défense et forme un pourvoi de cassation en réclamant ici qu'il soit fait application du droit de la preuve, c'est-à-dire la possibilité donnée aux parties à un procès de présenter leurs preuves, quelle que soit la manière dont elles les ont obtenues. Donc, forcément, avec cette lecture-là, on se dit que la promotion d'un tel principe du droit à la preuve s'inscrit dans le souci de tenir compte des difficultés probatoires auxquelles peuvent être confrontés les justiciables, et en l'occurrence, l'employeur. La Chambre sociale a décidé, comme je vous le disais en propos liminaire, de renvoyer l'affaire pour examen devant l'Assemblée plénière. La question était donc très simple.
de savoir est-ce qu'il doit être admis, sur le modèle de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'une preuve obtenue de manière déloyale peut, sous certaines conditions, être soumise au juge et être déclarée recevable dans le débat judiciaire. Eh bien, d'où le revirement, d'où l'évolution de la JP, la Cour de cassation, dans cet arrêt, admet que des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu'ils lui sont indispensables à l'exercice du droit du justiciable. Donc, tout naturellement, on se demande de quelle manière on va pouvoir placer le curseur de ce qui est indispensable, proportionné, juste, équitable. Effectivement, c'est là où nécessairement, au cas par cas, il va forcément y avoir une lecture des faits et une appréciation souveraine des magistrats. Toutefois, effectivement, la prise en compte de ces preuves, elle ne doit pas, et c'est la limite que rappelle la Cour de cassation ici, que ces preuves ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du salarié, en l'occurrence sa vie privée, et le débat forcément qui est toujours tourné vers l'égalité des armes. Donc cette solution constitue un revirement de jurisprudence et si on devait résumer les arguments en faveur de cette évolution, tout simplement, je pense que c'est une question de mise en conformité avec la jurisprudence de la CEDH, le souhait d'unifier le régime des preuves en matière civile, d'autant, et on le voit en pratique, que la distinction entre la preuve illicite et la preuve déloyale n'est pas toujours simple à opérer. Donc à suivre en fonction des décisions qui seront rendues prochainement par les magistrats du fond. Voilà pour cet arrêt. Eh ben, merci beaucoup Coralie. On n'a pas de questions, donc Fabrice, je te laisse prendre la main. Alors, le fait que Coralie ait été déconnectée à un moment a fait que les deux arrêts se suivent. Donc, je peux poursuivre parce qu'il y a une transition toute faite avec mon arrêt qui porte aussi sur la question de la preuve. Ça nous a paru intéressant de parler de ces sujets-là parce que on a manifestement une évolution, une tendance de la Cour de cassation à libéraliser un petit peu la preuve en matière de droit du travail, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc je vais rentrer dans cet arrêt-là. Coralie vous a parlé de cette notion de proportion de cette preuve, c'est-à-dire que la Cour de cassation, d'après la Cour de cassation, on peut admettre désormais certaines preuves qui devraient être considérées à la base comme illicites dès lors que certaines conditions sont remplies. Il y a finalement la même logique qui va intervenir dans l'arrêt que je vais exposer tout de suite du 20 décembre 2023. Juste en introduction, ça me semble donc être une tendance à regarder de manière attentive. Il faut suivre les arrêts et de Cour de cassation qui pourront encore intervenir et des juges du fond, des cours d'appel, sur la manière dont ils vont l'appliquer, et notamment comment ils vont apprécier les différentes preuves. On a probablement, à mon sens, là, le début d'une nouvelle tendance qui va nécessairement influencer et impacter les contentieux prud'homaux dans les années qui viennent, peut-être finalement en introduisant une forme d'incertitude, puisqu'on va un peu moins savoir a priori ce qui est une preuve qui va être admissible ou pas. Ça va se débattre beaucoup plus. Et, point important à mon avis, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que ça peut être un salarié qui enregistre une conversation ou un entretien préalable, ou un employeur, ça peut être un employeur qui va faire suivre un salarié, ou un salarié qui va essayer d'utiliser une preuve un peu plus touchy que d'habitude. Donc attention, ce droit de la preuve qui va probablement se discuter beaucoup plus devant les conseils de prud'homme, et ça veut dire en amont, dans la gestion sociale, que les employeurs doivent se questionner sur les preuves que pourraient avoir les salariés. On se serait dit préalablement, bon, de toute façon, elles sont illicites, elles vont peut-être être susceptibles d'être produites. À l'inverse, l'employeur va peut-être avoir aussi des solutions nouvelles de preuves. Donc, quelque chose qui va impacter nos contentieux. Alors, dans l'arrêt du 20 décembre 2023, c'est un peu un focus plus étroit par rapport à l'arrêt que présentait Coralie, puisque là, de la licéité d'une preuve, on va parler plus précisément de la question du secret médical. Mais ça tourne autour de la notion de preuve.
En l'occurrence, il s'agissait d'une personne qui était agent de comptabilité dans une société qui gérait une polyclinique, qui est venue contester sa classification. Et là où l'arrêt porte sur le secret médical, c'est que, à l'occasion de son contentieux en classification, le salarié a souhaité démontrer les fonctions qu'il exerçait réellement pour donc revendiquer une autre classification que celle qu'il avait. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que j'indiquais que c'était une société qui gérait une polyclinique, le salarié va verser au débat, donc pour prouver le travail qu'il faisait et revendiquer une autre classification, des éléments couverts par le secret professionnel. Il va produire notamment des documents qui portent des noms de patients, leur pathologie, le nom de leur médecin, des dates d'intervention chirurgicale, etc., etc. Donc autant d'éléments qui, ça n'était pas discuté, étaient couverts par le secret médical. Donc le salarié va évidemment essayer de soutenir, puisque l'employeur va s'opposer à ces preuves-là en disant qu'elles sont couvertes par le secret médical, donc ce sont des preuves illicites qu'on ne peut pas produire devant le juge. Le salarié va évidemment essayer de dire, bien sûr que je peux, parce que sinon, et c'était ça son argument, finalement, on viendrait me nier mon droit d'ester en justice, puisque je ne pourrais pas produire des pièces qui viendrait justifier de mon bon droit. Donc il a essayé de prendre les choses sous cet angle-là, qui est la possibilité d'agir en justice et donc de produire en justice les éléments justifiant de sa prétention. La Cour de cassation va reprendre la grille de lecture que vient d'expliquer Coralie, en y ajoutant, en y saupoudrant un raisonnement complémentaire par rapport au secret médical, donc en rappelant d'abord dans son arrêt qu'est-ce que le secret médical et que ces documents sont bien couverts par le secret médical. Et sinon, elle reprend donc la même logique en disant effectivement qu'il résulte de l'article 1234.1 du Code du travail, donc c'est l'article qui pose que le contrat s'exécute de bonne foi, que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. Donc il y a ces deux volets, indispensable et proportionné. Et la Cour de cassation, effectivement, approuve l'idée que la salariée n'établissait pas que l'absence d'anonymisation des pièces aurait pu impacter son action. Autrement dit, la Cour dit, vous pouviez très bien rendre anonymes ces pièces, biffer les noms, biffer les pathologies, et faire quand même preuve dans votre dossier. Et donc, elle approuve la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve par son raisonnement d'après la Cour de cassation, d'avoir considéré que ces preuves, effectivement, ne pouvaient pas être retenues, et mieux même, que du coup, le licenciement du salarié qui était fondé notamment sur l'utilisation de documents couverts par le secret médical était fondé. Donc, on retient la grille de lecture en matière de preuves, indispensable et proportionnée. Et donc, la Cour de cassation, ici, nous donne un exemple intéressant en matière de secret médical. La grille de lecture, finalement, ça a été, vous pouviez très bien agir en justice et produire ces documents tout en les rendant anonymes. Donc, vous n'aviez pas la possibilité d'utiliser ces éléments de preuve. Alors, ça ouvre une réflexion. Pourrait-on imaginer, par exemple, pour un médecin salarié, licencié, pour une erreur médicale, la possibilité de produire des documents pourtant couverts par le secret médical et sans les rendre anonymes, parce qu'ils seraient considérés comme indispensables à l'exercice de ces droits de la défense et proportionnés au but poursuivi, qui serait de démontrer que son licenciement n'est pas fondé. On peut l'imaginer. Alors, évidemment, là, on parle du secret médical. Le raisonnement ne peut pas s'appliquer... Enfin, s'agissant du secret médical, ça ne peut pas s'appliquer à tous les salariés. Par contre, la logique de la licéité de la preuve, elle peut s'appliquer à tous les salariés. Donc, ce que je le disais en introduction, beaucoup plus de débats à venir devant les juges sur ce caractère indispensable au droit de la défense et proportionné. En tout cas, gardez en tête dans le montage de vos dossiers que ces débats peuvent intervenir en matière de preuve et que donc il faut se méfier des éléments de preuve, même un peu limites, qui pourraient intervenir dans les dossiers et donc essayer d'anticiper ces possibilités. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt, peut-être plus généralement sur la question du droit de la preuve en droit du travail ?
Non, il n'y a pas de questions. Alors, je laisse Coralie finir avec le dernier arrêt. Avec le dernier arrêt, et plus largement, je vais vous présenter les jurisprudences qui ont été rendues sur cette thématique de l'inaptitude sur l'année 2023, parce qu'en travaillant cet arrêt, je me suis dit quand même, il y en avait eu pas mal. L'année 2023 a été riche en avancées jurisprudentielles en matière d'inaptitude. Donc cet arrêt nous donne l'occasion de faire un point plus global. Le premier arrêt que je voudrais rappeler, c'est un arrêt de février 2023. Il concerne le cas en cas de déclaration d'inaptitude, l'employeur ne peut pas licencier le salarié pour un autre motif. La question se posait avant cet arrêt de savoir si une procédure de licenciement engagée pouvait être poursuivie si, en cours de procédure, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte. Avec cet arrêt du 8 février 2023, la réponse est claire. Peu importe le moment où on se situe dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement, dès lors que le salarié est déclaré inapte, l'employeur doit nécessairement mettre en place une procédure de licenciement pour inaptitude. C'était le premier point essentiel. Le deuxième, c'est le cas de l'avis d'inaptitude qui peut contenir une préconisation sur le télétravail qui va lier l'employeur. C'était un arrêt du 29 mars 2023. Dans ce cas précisément, le médecin du travail avait précisé dans l'avis d'inaptitude que le salarié pouvait occuper son poste en télétravail à son domicile de manière exclusive. Le juge en avait exactement déduit, sans avoir, comme le dit l'arrêt, sans avoir à rechercher si le télétravail avait été mis en place dans la société. Il a condamné l'employeur sur le simple fait que, dans la mesure où cet aménagement du poste en télétravail pouvait résulter d'un avenant au contrat, tout simplement, le fait que l'employeur ne l'ait pas mis en place caractérise un manquement déloyal dans son obligation d'exécuter son obligation de reclassement. C'était le deuxième point. Le troisième, il concerne le constat de l'inaptitude. Le constat d'inaptitude est possible dès lors qu'une visite, à l'occasion d'une seule visite, pendant la suspension du contrat de travail. Dans cet arrêt du mois de mai 2023, le médecin du travail la Cour, en fait, rappelle que le médecin du travail peut constater l'inaptitude du salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à sa demande, peu important le fait que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. C'était une question qui était sur ce point très largement posée. Le quatrième et dernier point de vigilance, et c'est là où ça englobe le présent arrêt, et c'est là où j'attire votre plus grande vigilance, c'est sur la façon dont le médecin du travail va rédiger l'avis d'inaptitude, parce que selon ce qu'il précise, il va y avoir nécessairement une incidence sur l'étendue de l'obligation de procéder à des recherches de reclassement. On remonte le temps, toujours sur ce point, en février 2023, la Cour de cassation avait mis en évidence le cas de dispense de reclassement qui vaut dans un groupe. Je m'explique. Dans cet arrêt, l'avis d'inaptitude mentionnait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. La salariée avait quand même reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation en soutenant que cette mention ne le dispensait pas de rechercher un reclassement au sein du groupe. La salariée a été dégoûtée puisqu'il se déduisait de la rédaction de cet avis et en particulier de la mention dans l'avis d'inaptitude que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement. Et pourtant, et c'est le cas du présent arrêt que je suis en train d'aborder, c'est la Chambre sociale qui vient clôturer 2023 sur cette thématique en précisant à l'inverse que l'avis d'inaptitude du médecin du travail lorsqu'il est limité à un seul site ne dispense pas l'employeur de rechercher des solutions de reclassement. En l'espèce, le médecin du travail avait coché la case mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement
dans un emploi et avait pris soin d'ajouter que l'inaptitude faisait obstacle sur le site en question et pas aux autres. Donc l'employeur, et c'est ce qu'il faut retenir, l'employeur qui dispose d'autres établissements n'est pas dispensé par un avis d'inaptitude du médecin du travail qui limite l'inaptitude à un seul site. Donc, il faut rester vigilant parce qu'on le voit en quelques mois seulement, entre février 2023 et décembre 2023, la position, forcément l'appréciation des juges sur le dossier est purement factuelle et va découler des indications, des précisions et voire même des préconisations que le médecin du travail aura pris soin d'ajouter dans l'avis. Donc, par expérience, et j'imagine que vous l'appliquez déjà au sein de vos entreprises, dès lors, de toutes les manières que vous avez à faire cas d'un licenciement, moi, je vous préconise de vous rapprocher du médecin du travail pour l'interroger et pour fixer effectivement la direction à prendre. Et si vous devez ou si, à l'opposé, vous êtes dispensé, de rechercher et de proposer aux salariés déclarés inaptes des postes de reclassement pour éviter tout contentieux sur cette question-là. Et surtout, en cas de contentieux, vous pourrez verser au débat les échanges que vous aurez eus préalablement avec le médecin du travail. Voilà pour cet arrêt. Plus largement, pour les arrêts qui concernent l'inaptitude. Eh ben, merci beaucoup, Coralie. On arrive à la fin de ce webinaire Actualité sociale. Je vais vous envoyer dans le chat si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter Actualité sociale qui est envoyée tous les vendredis à 11h. Et puis, je vais aussi, si vous souhaitez participer à notre prochain webinaire Actualité sociale, il aura lieu dans un mois. Donc, je vous enverrai l'invitation dans le mail de replay que vous recevrez d'ici demain. Écoutez, merci beaucoup à tous. Merci Coralie, merci Fabrice pour ce webinaire. Et puis, on se dit à bientôt alors. Merci à tous. Et juste un dernier point, Géraldine, si tu le permets. Comme je le disais, si vous avez, par rapport au sujet qu'on a abordé ou d'autres en droit du travail, des questions et que vous souhaitez qu'on examine ces questions-là pour vous, vous pouvez nous contacter à une adresse mail qui est quickms@capstan.fr. Cette adresse est dédiée, ça nous permet de savoir que vous nous contactez à la suite d'un webinaire. Donc voilà, quickms@capstan.fr. Je vous invite à le faire et puis on prendra attache avec vous et puis on examinera votre dossier de manière beaucoup plus approfondie et plus précise si nécessaire, notamment pour vous conseiller sur cette question des congés payés qu'on a évoquée tout à l'heure. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.